On est très content de pouvoir vous accueillir sur Zoom pour cette journée euh, qui est organisée par l'Agence régionale du livre. Cette agence, comme vous le savez certainement, c'est une structure qui s'occupe de tous les aspects du livre, que ce soit le patrimoine, la création, que ce soit l'économie, que ce soit les manifestations littéraires et donc également la création et donc du coup la vie des auteurs et des autrices que nous accompagnons particulièrement. Et je dis nous, c'est un vrai nous collectif, hein, on est une dizaine à l'agence et notamment c'est Alice Ginsberg, ou Ginsberg qui est là avec nous et qui a intégré l'agence depuis le 1er mars. Donc on la remercie vivement parce que elle a fait preuve quand même d'une grande adaptabilité et un très grand engagement pour mener dès le départ ses journées et puis que ça commence déjà dès à présent, enfin 20 jours après son entrée dans l'agence, c'est quand même un tour de force. Et donc je vais lui laisser le reste de la matinée pour organiser et accompagner cette formation, ce temps d'échange. Juste deux points que je voulais quand même repréciser. Si l'agence du livre existe, c'est que le livre existe. Si le livre existe, c'est que les auteurs sont présents. Il n'y aurait pas de livre sans auteur et sans autrice, on le sait, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et donc, il est particulièrement important pour l'agence d'accompagner vos différents aspects dans la vie à la fois de création et de vie quotidienne. Donc, c'était un rappel qui était nécessaire quand même, parce que on le sait et c'est toujours bien de le dire. Un rappel et puis un mea culpa. Mea culpa parce que pendant cette période de crise de Covid-19, on sait bien que c'est une crise qui a éprouvé les individus, mais aussi les structures. L'agence a vécu des moments un peu difficiles, qui a fait que peut-être, parfois, il a semblé qu'elle ne répondait pas toujours présent quand on avait besoin d'elle. Les choses ont changé. Nous sommes à nouveau présents, nous sommes là et à vos côtés pour vous accompagner. L'équipe a toujours été là d'ailleurs. Elle a toujours porté cette agence. Donc, vraiment, je la remercie aussi pour ce travail de fond. Et vous verrez, vous allez être invité à différents moments sur la vie littéraire, sur les différents aspects de ce que fait l'agence. Et donc, on est vraiment là à vos côtés pour vous soutenir et vous aider. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction de cette première demi-journée d'échange et d'information. Je vous propose de continuer avec Alice qui va vous présenter le programme, mais aussi les perspectives, parce que ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, mais bien 4 rendez-vous qu'elle vous propose. Voilà, donc Alice, maintenant, c'est à toi d'opérer. Oui, tout à fait, François. Voilà, donc c'est la première journée d'un cycle d'information discussion qui sera destiné à vous, auteurs et autrices. Et donc, on commence aujourd'hui donc avec notre spécialiste Eliette, qui va nous parler du web et des réseaux sociaux. Elle va donc détailler un peu tous les aspects des outils qui sont maintenant indispensables dans le monde virtuel dans lequel nous vivons en ce moment. Bonjour à tous, je suis contente parce que vous êtes nombreux et c'est chouette et c'est, comme le disait François et comme l'avait dit Alice, c'est un peu un redémarrage aussi de ce type d'action de la part de la R2L. Donc c'est chouette de vous voir nombreux, ça veut dire que Alice a bien identifié le besoin et l'intérêt que portent les auteurs à ces thématiques-là. Pour me présenter en 2 mots, donc je suis Eliette et j'ai travaillé dans l'édition pendant 2 ans au Seuil, à la Martinière et chez Hachette. Et pendant le premier Covid, le premier confinement, pardon, il n'y aura pas d'autre Covid, j'espère. Euh, j'ai décidé de me consacrer plus aux auteurs. Donc, j'ai encore une activité salariée, mais le vendredi, je suis indépendante et je donne cours à la Société des gens de lettres, qu'a mentionné Alice plusieurs fois, et à l'ARL Normandie, donc Normandie Livre et Lecture.
Voilà, et en effet, comme le disait François, je crois que vous êtes, enfin, sans vous, on ne pourrait pas lire. Donc, évidemment, je travaille beaucoup avec des éditeurs aussi, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aider les auteurs à gagner en visibilité, à gagner en indépendance, lorsque notamment vous êtes publié dans plusieurs maisons, et vous donner du pouvoir finalement, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, vous donner un peu de pouvoir, soit pour mieux communiquer vous-même, soit pour être plus exigeant peut-être aussi auprès de votre éditeur. Donc, les objectifs de la matinée. Tout d'abord, notre rôle, c'est de vous accompagner dans votre approche du web et des réseaux sociaux. Or, je distingue les deux parce que le web, c'est très large, et ce que je vais essayer de vous transmettre ce matin, c'est que finalement, tout ça ne reste que des outils qui doivent servir des objectifs un peu plus précis et un peu plus personnels. Le web, c'est juste un outil. Les réseaux sociaux sont des outils, et le but, c'est de voir comment on va s'appuyer dessus et comment on va les intégrer dans une réflexion un peu plus globale sur vous, votre métier d'auteur et d'autrice. Aussi, la communication digitale aujourd'hui, elle est incontournable, et donc enfin, moi, je ne crois pas du tout qu'il faut être sur Facebook ou Instagram, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est qu'on ne peut plus se dire: «Ah non, ça ne m'intéresse pas, je mets le digital de côté». C'est un tel levier pour vous faire connaître et faire connaître vos ouvrages, que ça serait dommage de le laisser de côté. Mon propos, c'est plutôt de vous dire: voici comment ça fonctionne, et libre à vous de voir si c'est vous qui utilisez les réseaux sociaux ou si vous demandez de l'aide à votre éditeur. Encore une fois, le but, c'est que vous soyez informés sur ce qui existe et sur ce qui est possible de faire. Et enfin, valoriser la création, puisqu'évidemment, moi, je suis toujours très admirative des auteurs et des autrices qui, pendant des mois ou des années, écrivent des ouvrages. Après, au moment où ils arrivent à trouver un éditeur, ça, c'est encore une étape. Puis après, il y a la parution en librairie, c'est encore une autre étape. Et donc, finalement, je veux donner une vie un peu plus longue. Et pour moi, le digital permet d'offrir une vie un peu plus longue, justement, à vos ouvrages et à cette création que vous avez faite. Donc, c'est ça aussi tout le propos, c'est se dire, tiens, avec le numérique, on peut offrir une vie très longue aux ouvrages, tandis qu'en librairie, on en reparlera peut-être plus en détail après, mais on considère qu'un livre vit entre 2 et 3 mois. Donc évidemment, ça dépend des libraires, ça dépend de vos parutions, ça dépend des ventes, mais s'il n'y a pas tout de suite beaucoup d'achats, ça vit peu longtemps en librairie. Donc l'idée, c'est de encourager et intégrer les libraires dans cette réflexion aussi numérique, pour que toute la chaîne vive plus longtemps et qu'on ait moins cette course effrénée à la production. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment l'intérêt du web au sens très large, c'est-à-dire quels réseaux sociaux existent pour quel public. On le verra en deuxième partie. On apprendra un petit peu mieux à identifier sa cible et à comprendre qui est son lectorat. Mais pour comprendre qui est son lectorat, il faut d'abord être un peu plus à l'aise sur les réseaux sociaux et bien comprendre que chaque réseau social sert des intérêts un peu différents. À chaque fois, la communication y est un peu différente avec des formats qui varient, et les publics qui sont sur chaque réseau social sont différents aussi. Donc, ça va nous aider à mieux avancer sur la deuxième partie, qui est donc l'identification de sa cible. Car si on sait que nos lecteurs ont entre, je ne sais pas, 40 et 55 ans, ou entre 16 et 25 ans, on va pouvoir mieux savoir où est-ce que vous allez passer du temps et de l'énergie pour les prochains mois en utilisant du digital. Donc, les principaux réseaux sociaux que vous connaissez tous, j'essaie juste de rappeler ici un peu leurs différences et comment ils arrivent à capter notre attention. Donc, on a tout d'abord YouTube. Là, c'est des vidéos surtout. On a des courtes, des longues, des pédagogiques, des militantes, des culturelles. On verra après un peu plus ce qu'est BookTube. Donc, j'en parle pour ceux qui connaissent. Je l'évoque pour ceux qui en ont déjà entendu parler. BookTube, vous comprendrez que c'est la contraction de YouTube et de Book, et Bookstagram aussi, donc pour Instagram. Donc l'idée, c'est de se dire que sur YouTube, on peut trouver tout. Ce n'est pas un réseau superficiel, il n'y a pas que de la musique dessus. Il y a beaucoup de vidéos pédagogiques, il y a même des chaînes qui cartonnent, notamment sur la linguistique, sur l'histoire de l'art, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller à la découverte de ce monde-là. Sur Facebook, on est plutôt sur un réseau social multi-usage. Donc là, ce qui va être la force de Facebook, car c'est un réseau social qui est en déperdition, et voilà, la jeune génération n'y va plus trop, c'est quand même la capacité de Facebook de créer des événements, ce qui n'est pas possible sur les autres réseaux sociaux. Et finalement, Facebook offre aussi la possibilité de créer et d'interagir au sein de groupes. Et ça, même si c'est possible sur WhatsApp, par exemple, ce n'est pas réellement un réseau social, mais sur Facebook, c'est encore possible. Instagram ne le propose pas, YouTube ne le propose pas, donc ça reste un endroit intéressant pour les événements et les groupes. Ensuite, Instagram, c'est vraiment le réseau social tendance et orienté visuel. C'est-à-dire que on y va pour découvrir des marques, des personnalités publiques et des communautés fortes. Je parlais à l'instant de Bookstagram, on en revient Instagram et Book.
Ce qui est intéressant avec Instagram, c'est que beaucoup de personnes veulent aujourd'hui, beaucoup d'auteurs veulent aujourd'hui créer leur compte en me disant, bon, bah, ça y est, maintenant, mon neveu, ma cousine, ma fille m'a dit qu'il fallait être sur Instagram, donc j'y vais. Oui, mais attention, Instagram, on y rentre par l'image. C'est-à-dire que même si vous avez du texte en dessous, c'est d'abord l'image. Donc, est-ce que vous avez du contenu visuel à partager? C'est plus facile pour tous les illustrateurs, les auteurs de l'image. Mais si vous faites que du texte, on va trouver des parades pareilles pour être visible sur Instagram. Mais attention, c'est un peu plus difficile. Vous n'avez pas d'image à disposition. Twitter, vous connaissez, le réseau social de l'instantanéité et de la spontanéité. Finalement, on dit que sur Twitter, un tweet vit 18 minutes. Alors que sur Instagram, je vous parlais de vitrine avec cette idée que votre contenu est toujours visible. Vous pouvez supprimer des posts, mais il y a un peu cette vitrine comme une librairie où on va aller regarder le travail, les images d'un internaute. Sur Twitter, il n'y a pas trop ce phénomène-là. On ne regarde pas tous vos tweets. Ce qui intéresse, c'est vraiment au moment où vous tweetez, vous annoncez une nouvelle, vous annoncez un coup de gueule, vous annoncez ce que vous voulez, et c'est cette spontanéité qui va être recherchée. Pour tout ce qui est politique, les journalistes, par exemple, sont très présents sur Twitter. Donc, on va le voir avec vos objectifs ensuite. Mais si votre objectif est de vous rapprocher des journalistes, Twitter peut être un endroit tout à fait intéressant. Pinterest, c'est les images sans la communauté, c'est-à-dire que c'est un peu un Google Images où on va pouvoir créer des tableaux de bord, où on va pouvoir piner, c'est le mot qu'utilise Pinterest, pin, accrocher, si on veut, des images sur un tableau avec des thématiques phares. Sur Pinterest, je n'ai pas trouvé beaucoup d'auteurs. En revanche, il y a beaucoup de blogueurs qui soit mettent en avant leur lecture, soit donnent des masterclass ou des conseils d'écriture. Donc pareil, c'est un endroit intéressant, à voir si c'est prioritaire selon vos envies, mais c'est un endroit intéressant pour l'écriture aussi et le texte. Et enfin, LinkedIn, que vous connaissez peut-être, c'est le réseau social des professionnels, networking, pardon pour cet anglicisme, autopromotion et valorisation. C'est le monde où tout le monde est gentil, tout le monde se complimente en permanence, c'est très lisse, mais voilà, LinkedIn peut être intéressant aussi. Il y a quelques journalistes qui sont dessus, beaucoup d'éditeurs, donc à voir de quelle façon vous l'intégrez ou pas dans votre réflexion sur votre présence digitale. Mais finalement, c'est de se dire que sur Facebook, il existe des groupes. Donc, on verra comment accéder à ces groupes. Mais dès maintenant, ceux qui connaissent un peu Facebook, vous savez qu'il y a des groupes publics, des groupes privés et des groupes secrets. Et l'intérêt des groupes, c'est qu'à chaque fois que vous publiez un contenu, une photo ou un texte sur un groupe Facebook, les internautes de ce groupe, les membres de ce groupe reçoivent une notification. Donc, ça répond à cette difficulté qu'on a de visibilité. Là, à la différence d'une page professionnelle avec des fans, sur un groupe, on reçoit une notification à chaque fois. Donc, ça permet d'engager un petit peu plus sa communauté. Vous êtes beaucoup à avoir un site internet, parfois vous êtes plus nombreux à avoir des sites qu'à être présents sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier, enfin, comment dire? Il ne faut pas oublier que finalement, pour avoir un site internet, bon, c'est facile, d'accord, tout le monde peut créer un site, parfois c'est même gratuit, mais ce qui va être le plus dur, c'est d'être bien référencé. Donc, c'est ce qu'on appelle le SEO, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique. Finalement, c'est Google et les autres, les nouveaux sites qui font l'alternative à Google qui existe, comment eux vous référencient, comment ils vous mettent en avant. La difficulté, c'est que pour la plupart d'entre vous, c'est d'abord Amazon, Fnac et les sites de votre éditeur qui vont être référencés. Donc, il est possible que votre page, votre site internet arrive en deuxième pardon, ou en troisième page sur Google. Or, la plupart des internautes ne dépassent pas le cinquième résultat de recherche sur la première page de résultats de Google. Donc, c'est très bien d'avoir un site internet, mais attention, il va falloir trouver des astuces et des idées pour le référencement. Mais une fois que cette chose est dite, si vous n'avez jamais publié dans une maison d'édition ou si vous n'avez jamais eu de presse, il est tout à fait intéressant de créer un site internet pour justement créer de la visibilité autour de votre prénom et de votre nom sur Internet. Donc, pourquoi pas un site internet? Ça peut être une bonne idée. Aussi, c'est un lieu d'ancrage. C'est-à-dire que si vous avez publié chez 2 ou 3 éditeurs différents, l'intérêt de justement, utiliser son propre site internet, c'est que vous allez pouvoir donner rendez-vous et créer un endroit où vous allez pouvoir avoir un échange avec tous vos ouvrages et avec tous vos lecteurs sur un seul site. La plupart des sites des maisons d'édition, lorsqu'ils en ont un, voilà, ils vont montrer que le livre que vous avez publié chez eux, ils ne vont pas montrer forcément tout votre travail. Donc c'est pas mal d'avoir ce lieu d'ancrage pour retrouver vos lecteurs, vos libraires, enfin les libraires avec qui vous êtes un peu proche et les journalistes.
Donc, c'est presque une carte de visite finalement. Mais ça, j'en parle juste après. Et enfin, vous fixez vos propres règles, c'est-à-dire qu'il est possible que vous n'aimiez pas trop la façon dont votre éditeur présente l'ouvrage ou votre biographie, vous trouvez ça un peu léger ou pas assez approfondi. Donc, il peut être tout à fait intéressant de créer son site pour justement prendre la parole comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi mettre en avant d'autres auteurs que vous aimez, sans pour autant que voilà, il y a un lien officiel avec cet auteur. Pourquoi pas mettre en avant vos lectures, les événements auxquels vous souhaitez participer, etc., etc. Je n'ai pour l'instant pas encore d'ouvrage édité. Je me pose donc la question suivante. À quel moment de sa carrière créer son site, se lancer sur les réseaux sociaux, etc. Très bonne question. En effet, je ne savais pas à quel point vous aviez déjà publié ou pas, ça dépend des agences, mais le plus tôt, le mieux. C'est-à-dire que, alors, pardon, je m'égare parce qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais ce qui est intéressant, c'est que les éditeurs vont de plus en plus reproduire le modèle anglo-saxon, à savoir regarder si l'auteur a déjà une communauté de lecteurs avant de vous publier. Donc, je ne sais pas à quel point c'est difficile ou pas pour vous de trouver un éditeur, mais dans tous les cas, ça sera un argument que de dire ah bah moi j'ai une page Instagram depuis 1 an et j'ai déjà je sais pas 500 abonnés, 1000 abonnés. Donc voilà, ça vaut le coup de me publier parce que j'ai un lectorat certain entre guillemets hein, qui me suit et qui est à l'affût de ma prochaine parution. Donc le plus tôt et le mieux, il faut que ce soit très bien fait, très bien structuré. Donc ça, on va le voir ensemble. C'est ce qu'on appelle la création de contenu. Donc, si vous avez en effet pour objectif de publier un ouvrage que vous l'ayez déjà fait ou pas, d'ailleurs, à la limite, peu importe, même si vous avez déjà publié, pourquoi pas se dire, bah là, mon prochain livre sort dans 3 mois ou dans 6 mois, je me lance, je m'active sur les réseaux sociaux. Donc, le plus tôt, le mieux. L'idée d'une infolettre, pour faire simple, c'est donc un site internet où on va pouvoir laisser son email et donc vous allez collecter des emails, des emails et des emails dans une base de données et vous allez pouvoir envoyer des infolettres de l'actualité aux internautes qui sont dans cette base de données. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous outiller. Pareil, il y a plein d'outils gratuits, notamment Sendinblue qui est français et qui permet d'envoyer des newsletters à un certain nombre d'emails. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir structurer ces emails de façon à créer plusieurs audiences, plusieurs publics différents. Donc peut-être que vous aurez des emails de lecteurs un peu fidèles, des emails de journalistes auprès desquels vous souhaitez vous faire connaître, et peut-être un autre public qui sera les influenceurs, j'en sais rien, dans laquelle, par exemple, vous allez proposer un extrait de votre livre ou des interviews, etc. Donc, l'idée, c'est de voir la newsletter, l'infolette, comme une façon de créer du lien avec une communauté, que ce soit encore une fois des lecteurs, des libraires, des journalistes, etc. Comment vous allez pouvoir identifier votre lectorat, comment vous allez pouvoir savoir qui sont-ils et créer un lien direct avec eux. Donc l'idée, c'est d'être hyper cohérent à chaque fois que vous prenez la parole et que vous vous définissiez de la même façon. C'est pour ça que vous devez adopter une identité claire et explicite de façon à fédérer des lecteurs, des journalistes, les libraires, les éditeurs. Ça, c'est vraiment les 4 gros publics que vous allez avoir. Dans les lecteurs, on pourrait aussi dire les lecteurs, les blogueurs et les influenceurs. Encore une fois, j'espère que je radote pas trop, mais le plus important, c'est qu'on puisse parler de vous et expliquer qui vous êtes avec des termes qui soient toujours un peu les mêmes. Au lieu de dire simplement, entre guillemets, encore une fois: «Ah, c'est un auteur de littérature jeunesse», ça serait bien qu'on puisse aller un peu plus loin dans la façon dont on vous présente et dont vous-même vous vous présentez. Dès lors que vous aurez des mots clairs et que vous saurez vous positionner, il sera plus facile pour les autres, donc moi qui vous forme aujourd'hui, ou des lecteurs, ou des libraires, etc., de parler de vous. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans une librairie demain, le libraire ne va pas me dire: «Ah, ça, c'est un auteur de littérature jeunesse». Il va aller beaucoup plus loin. Il va me dire: «Ah, bah là, c'est je sais pas, un flamand qui exprime son œil sur la société actuelle à travers le numérique». J'en sais rien. L'idée, c'est de voir comment vous allez vous positionner, comment vous allez parler de vous. Là, je vois qu'il y a eu 700 publications. Et là, je vais voir des publications avec à chaque fois le nombre de likes et le nombre de commentaires. Si je clique sur cette photo, je vois que ce n'est pas Laura Trompette qui l'a publiée, mais c'est
Aubringer. Et en hashtag, c'est une pratique assez courante sur les réseaux sociaux. Elle met le hashtag avec le nom de l'auteur, donc elle ne mentionne pas la page de l'auteur, elle met juste un hashtag, alors qu'ici, elle utilise le petit arrobase qui permet de dire à Laura Trompette: Hé, j'ai posté une photo de toi. C'est deux dynamiques différentes. Et l'autre tendance qu'on a aussi, c'est de mettre le titre du livre en hashtag ici, la révérence de l'éléphant. Le plus dur sur les réseaux sociaux, à la différence de la vie du quotidien, c'est que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Vous écrivez un post, mais derrière, vous vous dites, bon, bah, n'importe qui peut le voir, un journaliste, un frère, une sœur, un lecteur, quelqu'un qui ne me connaît pas encore, mais qui lit des bouquins. Et donc, c'est ça qui est un peu bloquant lorsqu'on prend la parole digitalement. Alors que là, vous aurez quelqu'un en tête et le petit exercice sympa à faire, c'est de dessiner cette personne-là. Vraiment, vous prenez un post-it, vous dessinez, vous mettez quelques critères, âge, etc. C'est vraiment juste un petit jeu pour vous, de façon à ce que lorsque vous êtes derrière votre ordinateur, vous vous adressez réellement à quelqu'un et non pas à une masse que vous ne connaissez pas. Donc en fait, un livre actuellement en France qui n'a pas de promotion est un livre qui n'existe pas. Quelle que soit sa valeur, quel que soit ce qu'il raconte, quel que soit son genre. Et les réseaux sociaux sont très utiles pour faire connaître ces romans. Et il y a une nécessité du ciblage. Moi, j'écris dans les littératures de l'imaginaire. Si je cible mon compte Facebook, Instagram sur les gens qui ne lisent que de la littérature blanche, je vais me planter. Non pas, alors il y a des gens qui lisent de tout. Moi, la première, je suis très éclectique, mais je suis obligée de cibler sur les gens qui aiment bien la littérature de mauvais genre, donc l'imaginaire et le polar, puisqu'on est souvent un petit peu sur les deux créneaux. Donc pour moi, c'est vital de pouvoir utiliser les réseaux sociaux et de les faire de façon pertinente, parce que si je le fais de façon pertinente, je ne perds pas de temps. Et moi, j'ai un autre métier à côté de l'écriture, donc mon temps à passer sur les réseaux sociaux est très restreint. Il y a une blague qu'on m'avait racontée une fois, c'est un auteur voilà, qui arrive à une fête et voilà, il discute, il raconte, il parle avec une personne à la fête. Et puis au bout d'un moment, il dit: Bon, écoutez, assez parlé de moi, qu'avez-vous pensé de mon dernier livre? Les gens ne vous suivent pas pour ce que vous êtes, mais pour ce qu'ils sont. Et en fait, les 3 pages que je vous ai montrées à l'instant des auteurs, je crois que c'est un peu ça ce qu'ils ont compris. Donc oui, ils ont des belles gueules, ils sont jeunes et donc ils connaissent parfaitement et maîtrisent les codes de la communication sur Instagram. Mais ce qu'ils ont aussi compris, c'est ça. C'est vraiment, ils donnent de la matière qui va répondre à ce que nous, internautes, on a envie. Ça va nous inspirer, ça va nous faire nous sentir bien, de lire des petits poèmes tous les jours, ça nous met bien dans nos baskets, c'est intéressant, c'est riche. Finalement, la poétesse, elle fait sa promotion quand elle partage des poèmes, mais elle le fait de telle manière qu'on n'a pas l'impression qu'elle nous vende quoi que ce soit, elle nous donne juste de la matière pour bien commencer nos journées. Et c'est peut-être ce pas-là de côté qu'il faut faire et qu'il faut envisager. Je pense à des auteurs de bande dessinée, par exemple, partager tous les jours une vignette avec un texte un peu sympa ou partager comment s'appelle, des caricatures politiques, par exemple, pour parler de l'actualité, ça peut être intéressant aussi. C'est cette idée de faire un pas de côté de façon à non pas parler que de vous, mais de vous intéresser à ce que les internautes, eux, recherchent comme information et à ce que votre lectorat, votre cible, elle, s'intéresse comme information. Un lecteur qui a envie de raconter des histoires et de faire rêver, sourire, pleurer, bref, un passeur d'émotions. Ah, j'adore. C'est toujours émouvant de vous lire. Pareil, si on s'intéresse enfin, surtout aux émotions, vous pourriez imaginer avoir un espace sur Instagram ou autre, encore une fois, où un post sur 2, pareil, vous alternez les émotions et vous donnez à voir, à exprimer des émotions différentes. Et ça, c'est un exercice hyper intéressant. Et finalement, vous pouvez l'écrire, vous pouvez écrire des posts où, voilà, comme notre poétesse, vous exprimez ça. Aujourd'hui, je me sens, tac, tac, ou comment vous vous sentez aujourd'hui, vous pouvez offrir la parole aussi. Et il n'y a pas, finalement, vous créez du contenu et vous créez de l'intérêt pour ce que vous faites, mais sans parler de vos livres. Vous voyez, vous faites un pas de côté. Et là, c'est intéressant. Là, on crée un lien avec des internautes. Là, on est sociable et on encourage les internautes à participer à l'échange. Là, c'est une communauté, je pense. C'est pareil, c'est la femme publique, jet-setteuse, qui a abusé de diverses substances, qui a pris le pas sur l'écrivaine. Alors, tout à fait. Elle s'est détruite, je veux dire, mais
Mais c'est aussi le mythe de l'auteur qui se détruit pour produire. Alors, tout à fait. Alors, du coup, c'est un peu plus triste. Et je ne vous encourage pas à consommer des substances illicites. Mais alors, vous avez tout à fait raison, Charlotte, ou juste, je peux rajouter une petite case. Ce qui est intéressant avec François Sagan, c'est que sa carrière a commencé très tôt. Et en fait, là, elle est arrivée à la drogue parce qu'elle a eu un grave accident de voiture et elle est devenue accro à la morphine. En fait, c'est ça les étapes. Mais vous avez raison. Mais du coup, ce qu'on peut retenir d'elle, mais vous avez tous une expérience différente, c'est une montée fulgurante et puis en effet quelqu'un qui se détruit par la suite. Mais finalement, c'est aussi une autrice qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est quand même une autrice qui a aussi a marqué une génération. Et finalement, ce qu'on retient d'elle, c'est cette montée et cette étincelle en fait qu'on a vu apparaître. Je crois qu'elle avait 23 ans pour son premier bouquin. Et finalement, c'est aussi ça qu'on retient d'elle. Donc oui, il y a une descente un peu triste, mais elle n'est pas que autrice. C'est aussi cette capacité à tout de suite plaire et elle vient d'un milieu très bourgeois, très parisien. Et puis, hop, l'addiction au jeu, à la drogue, etc. Enfin, c'est l'étincelle pour moi. Mais voilà, après, pareil, on aime, on n'aime pas. Je ne vous encourage à rien, c'est juste pour vous montrer comment on peut rester, enfin, comment notre imaginaire en tant que lecteur peut aussi être un peu. On ne les lit pas que parce que ce sont des auteurs. La création de contenu, on a vu que le contenu était roi. C'est-à-dire qu'on a une époque où Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux, même le web en général, ne vivent que parce que des internautes créent du contenu. Si demain, on n'a que des observateurs qui voilà, ne créent pas de choses sur Instagram, plus personne n'ira sur Instagram. Donc, ça marche parce qu'on a des personnes qui créent. Donc, à vous de voir, vous pouvez commencer par observer et puis, au fur et à mesure, essayer de définir une ligne éditoriale, une ligne graphique et pourquoi pas créer du contenu. Évidemment, ça sera des ateliers plus tard avec Canva pour créer des contenus, pour imaginer une identité graphique. Tout ça, on le verra plus en détail si ça vous intéresse, bien sûr. Merci à vous. Merci, c'était vraiment très, très intéressant.